toutes et tous. On est ravis, Cécile et moi, a.k.a. OK Juno, de recevoir aujourd'hui Géraldine Viveau, qui est associée et fondatrice chez Think My Web. Alors aujourd'hui, on va faire suite aux rencontres du e-tourisme pendant lesquelles le sujet de l'IA a bien évidemment été assez central, puisque c'est évidemment une actualité pour toutes et tous. Petite chose qui change, qui évolue dans le cadre des rencontres du e-tourisme, c'est qu'aujourd'hui, on exploite beaucoup plus le mardi après-midi, qui devient un temps un peu, justement, où on vient questionner certaines tendances, parfois plus sociétales aussi. Et donc, c'est dans ce cadre, Géraldine, que tu as été invitée à intervenir sur un plateau dans le cadre d'un atelier qui s'intitulait « Regard sur l'IA ». Donc, c'est le sujet qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. La question qui t'était posée dans le cadre de cet atelier, c'était d'interroger les biais qui sont à l'œuvre dans les usages de l'IA. Alors peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'ai présenté très sommairement, mais peut-être veux-tu ajouter quelques mots, Géraldine, pour te présenter à nos auditrices, auditeurs. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Donc, en effet, je suis cofondatrice de l'agence conseil Think My Web et je dirais qu'aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette très métier en tant que directrice conseil où effectivement, je monte sur des sujets de stratégie digitale et d'accompagnement. Et puis, j'ai une deuxième casquette qui est vraiment pilotage de la structure et de l'agence où j'ai un rôle de direction. Donc, je partage mon temps entre ces deux métiers. Voilà, et après, juste un mot, ça fait maintenant 17 ans que je travaille tout court et que je travaille dans le digital, parce qu'effectivement, mon premier job, c'était déjà un pied dans le marketing digital et dans la publicité en ligne, donc en 2008. Donc voilà, c'est un sujet que je connais plutôt pas trop mal pour le pratiquer depuis un certain temps. Plutôt pas trop mal, on n'en doute pas, Géraldine. On le note au passage, hein, le petit syndrome de l'impostrice qu'on a toutes, mais on va arrêter avec ça. Moi, je Merci, pense qu'à Géraldine. partir de 25 ans, tu commences à être serein, mais pas avant. Ah non, Ah pas bon, ça. sereine, Cécile, parce que serein, Oui, au bout d'un serein, an oui. et demi, je pense. Hein. Suis-je Note-le bête? bien sûr. Hein. Allez, on va poursuivre. Sur cette question des biais là dans l'IA, on se demandait, Géraldine, qu'est-ce qui t'avait poussé en fait à t'intéresser à ce sujet? Est-ce que tu as eu un déclic, quelque chose qui t'a un petit peu interpellé, ou est-ce que c'est plutôt une tendance de fond que tu as vu émerger petit à petit? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'y intéresser? Je rappelle, Géraldine, que pour préparer ta dernière intervention dans le cadre des rencontres, tu as quand même passé pas plus de 3 certifications sur le sujet. Donc, c'est que vraiment, il y avait quelque chose qui te poussait fortement à t'y intéresser. Oui, c'est un peu, je dirais qu'au démarrage, c'est un peu presque peut-être pas un hasard, mais en tout cas, j'écoutais un podcast des couilles sur la table qui était une interview de Marion Olaran-Lagan avec un super livre qui s'appelle Patriartech, donc qui est plutôt sur la domination masculine, blanche, on va dire, du milieu de la tech en général. Et c'est pas la première à le dire, mais c'est vrai que ça m'a fait un petit déclic. Et à ce moment-là, se questionner effectivement le sujet de l'intervention aux ET, et les deux m'ont fait converger en me disant, bah oui, c'est-à-dire qu'en effet, elle évoquait déjà ici dans son bouquin le fait que bah, y a des biais sexistes, que il y a des gros problèmes, par exemple dans les logiciels de reconnaissance faciale, c'est un des biais sexistes qui a émergé il y a maintenant quelques années, pour lesquels, au cas où vous seriez passé à côté de l'info, on avait un taux d'erreur entre 18 et 35% dans la reconnaissance faciale des femmes racisées versus presque 0% chez les hommes blancs. Et ça a été un premier déclencheur, voilà, où elle l'explique très bien, elle le détaille. Et ça, je dirais, en même temps que le fait de me dire, bah, effectivement, c'est un milieu qui est très masculin, et l'arrivée de l'IA générative, parce que l'IA, c'est quand même présent depuis un moment, mais l'IAG fait apparaître encore beaucoup de prises de parole qui étaient faites par des hommes qui prenaient la parole sur ce sujet. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'arriver à lier les deux, à prendre la parole en tant que femme sur ce sujet, et en même temps d'apporter un regard sur les biais sexistes que pouvaient effectivement engendrer ces outils d'IA qui ne sont pas que
de la reproduction, mais aussi de l'amplification. Voilà. Donc ça a été le déclencheur, en effet. Et puis quand après on détricote un peu ça, de fil en aiguille, on arrive vraiment à se retrouver où en fait c'est une boîte de Pandore, on se retrouve avec des choses, il y en a partout. Et en effet, pour structurer ma pensée, j'ai passé quelques certifs pour essayer de vraiment cadrer mes recherches et la construction effectivement de mon intervention aux ET. Super intéressant. Peut-être avant de rentrer dans des exemples un peu plus concrets pour que tu puisses nous aider et aider l'ensemble des personnes qui vont assister à cette interview à débunker un peu, à traquer les biais dans les usages de l'IA. Il y avait une question un peu de fond qu'on souhaitait te poser. Ça m'avait interpellée quand on avait fait un premier échange où tu disais, à la fois, il y a quand même ce truc, cette tendance de dire by the way, l'usage de l'IA, c'est inéluctable, on y passera tous. Si tu t'occupes pas d'IA, l'IA s'occupera de toi. Et tu mentionnes presque quelque chose de l'ordre d'une forme de manipulation par la menace, par la peur. Je trouvais que c'était bien qu'on puisse s'arrêter quelques instants là-dessus. Oui, en tout cas, c'est un sentiment que j'avais à titre perso au départ, d'être un peu envahi dans mon feed LinkedIn, de sortir de là avec des mots des phrases hyper chocs du type la question n'est plus de savoir quand, si, mais quand, l'IA ne remplacera pas les humains, mais les humains qui savent utiliser l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Enfin, des choses de ce type-là qui étaient à la fois hyper anxiogènes et questionnants. C'est-à-dire, quelque part, à chaque fois que je ressortais de là, je me disais, mais est-ce que c'est vrai? Et pourquoi est-ce qu'on ressent ça? Donc là, pareil, j'ai tiré un peu des ficelles et j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait se jouer derrière ce discours-là. Alors, je suis tombée sur deux choses qui me paraissaient assez intéressantes, que j'ai évoquées notamment regard sur l'IA. C'est la citation de Jacques Ellul, qui est un philosophe qui date, je ne sais plus si c'est 1990, je crois, qui dit quelque chose qui m'avait interpellée, qui dit que le discours technologique, il enjolive, il exagère et il mystifie chaque innovation. Et que du coup, la société, elle adopte pas du tout une innovation pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'on lui dit qu'elle sera. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il ajoute même que le bluff, c'est consubstantiel en fait au développement de la technique. Et je trouvais que c'était, pour moi, ça m'a permis de m'éclairer en me disant en fait, c'est pas nécessairement que des gens qui me disent des choses et moi qui ressens cette pression-là. Et il y a quelque chose de sous-jacent qui est documenté et qui sert des intérêts qui sont un peu au-delà de juste mon usage à moi personnel de l'IAG. Donc, je trouvais que c'était intéressant de s'interroger là-dessus, effectivement. En tout cas, moi, ça m'a apporté certaines clés de lecture. Donc, mon objectif n'est pas de dire faut pas y aller ou faut y aller, mais ça me permet déjà de mettre des mots sur ce ressenti-là. Et du coup, pareil, toujours la même chose. Je suis tombée sur Kate Crawford, qui, pareil, est une chercheuse alors je sais plus dans quelle grosse structure sur l'IA et sur la tech, et qui dit que cette révolution, cette rhétorique, pardon, de la révolution, en fait, elle est surtout politique. Et en effet, quand on commence là aussi à creuser un certain nombre de choses, on se rend compte que derrière tous ces enjeux liés à l'IA, il y a quand même des forces qui nous dépassent et qui sont de l'ordre effectivement du politique, du champ politique, géopolitique même. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi cette lecture-là pour comprendre aussi cette sensation de pression qu'on a, nous, en bout de chaîne, en tant qu'utilisateur, de devoir nécessairement y aller sans vraiment avoir la possibilité de le questionner. Hyper intéressant sur la rhétorique de la révolution et l'aspect politique et géopolitique. Je renvoie aussi, j'en profite, Géraldine, on en avait parlé, je renvoie sur les écrits d'Asma Mala, qui est docteur en sciences politiques et qui a écrit 2 ouvrages récemment qui traitent de ces sujets, dont notamment technopolitiques, et qui vont très largement nous expliquer à quel point les enjeux d'IA sont des enjeux hyper méta. Là, on parle d'un usage qui peut sembler un peu niche, mais ça vaut le coup de prendre le temps de s'y pencher. Et puis, tu dis le bluff est consubstantiel au développement d'une technologie. Je pense que c'est la meilleure punchline à cet instant de cette interview. Et la mettre en comme ça, là. Complètement. Je pense qu'on va s'en faire une banderole, en fait. Le bluff est consubstantiel au développement d'une technologie. Et ça renvoie complètement à la question, vous allez me trouver un peu monomaniaque, mais à la question des récits, en fait. À la question de quelle réaction on porte typiquement sur une innovation, sur une techno. Et c'est vraiment ce que tu dis, Géraldine, avec Jacques Ellul, quand on dit que c'est pas tant l'outil, la techno, l'innovation qui est au cœur
de la hedge, mais c'est bien le récit qu'on en fait. Ce qui nous ramène sur notre sujet des biais, puisque on l'a vu, on a eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises. On peut porter un discours, on peut raconter un récit de quelque forme qu'il soit, et on peut lui faire dire ce qu'on a envie finalement à ce récit. Typiquement, le risque des biais dans l'IA générative, ça montre bien à quel point très très vite on peut standardiser, moyenniser, voire carrément exclure des publics, des communications qu'on va réaliser grâce à l'IA. Donc là, tu es vraiment rentrée de façon hyper pointue dans le sujet, Géraldine. Est-ce que tu es OK de nous en dire un peu plus sur ce que tu as observé et peut-être aussi nous donner des exemples dans le champ du tourisme, je sais que tu en as, qui pourront nous aider à mieux nous éclairer sur ce qui se passe. Oui, alors des biais, il y en a à 3 niveaux. En tout cas, ça peut se mettre en œuvre à 3 niveaux. Il y a les biais sur les données, donc le corpus de données d'entraînement, où effectivement, ce corpus, il embarque de fait des stéréotypes sociaux, culturels, historiques, donc dans lesquels effectivement, on va, à partir du moment où on va s'appuyer sur ces données, de fait, on va avoir ces biais-là, qui peuvent être corrigés, hein, par ailleurs. Alors, ça coûte cher, a priori. Je suis pas experte sur le sujet, mais de ce que j'ai pu lire, c'est que c'est très coûteux. Donc, il faut vraiment une vraie volonté pour les entreprises ou dans les développements d'outils d'IAG pour venir corriger ces données d'entraînement. Et comme toujours, à partir du moment où c'est coûteux, on en attend un ROI. Et le ROI de la correction de ces données, il n'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai que c'est difficile, a priori, à faire entendre, et en tout cas de budget à vraiment mettre sur la table, c'est assez compliqué. Après, on a le deuxième niveau qui sont les biais algorithmiques en tant que tels. La conception même du modèle peut entraîner en effet là aussi des biais. La tokenisation des mots, c'est-à-dire le fait de découper les mots en sous-entités connues, a tendance à renforcer ces stéréotypes de genre, parce que typiquement, par exemple, chirurgien, le mot, l'entité la plus courte pour être connue, c'est chirurgien, et chirurgienne étant trop long, en fait, c'est découpé en chirurgien. Donc ça vient aussi là, renforcer ces stéréotypes de genre. Et puis on a le troisième niveau qui sont vraiment les biais humains, les préjugés potentiellement des concepteurs, hein, desquels on est tous et toutes évidemment porteurs, des data scientists, des gens qui vont annoter, hein, parce que l'IA c'est aussi ça, hein, c'est aussi des annotations et des personnes qui annotent, des vrais humains derrière la machine qui vont dire ça oui, ça non, etc. Et donc là aussi il y a potentiellement des biais, hein, indépendamment de tout ce que ça peut soulever comme autre questionnement éthique sur le sujet. Donc voilà, donc effectivement, moi là j'ai tiré la ficelle dans le cadre des ET des biais sexistes, effectivement, des IAG, pour essayer de comprendre là aussi si en effet ça n'était que de la responsabilité in fine de la personne qui allait utiliser l'IA, ou s'il y avait des choses qui se jouaient en amont. Et donc en effet, comme je viens de le dire, des choses qui se jouent très en amont et sur lesquelles en tant qu'utilisateur d'IA, on n'a pas la main. Et donc il y a deux types, on va dire, de préjudices qui sont associés à ces biais sexistes qui sont reproduits et amplifiés par les outils d'IA. Le premier, c'est le préjudice d'allocation, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, une personne va être discriminée de par son genre et avoir moins du coup de choses allouées. Alors j'avais pris un exemple aux ET que je trouvais assez intéressant. Alors il y a celui qui date un peu, c'est Amazon avec sur les CV. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais sur les CV d'Amazon, alors ça date un peu, je crois que c'était 2018 si je dis pas de bêtises, où Amazon avait entraîné une IA pour analyser les CV de ses ingénieurs et permettre du coup de trier les nouveaux CV entrants. Et là, il s'était rendu compte qu'en fait, de fait, la machine, malgré une anonymisation du genre dans les CV, hein, avait écarté naturellement les CV plutôt féminins, en tout cas estimés comme féminins, sur ces postes d'ingénieurs, parce que les données précédentes montraient que les postes d'ingénieurs étaient occupés plutôt par des hommes. Et donc, du coup, cet outil-là a été abandonné par Amazon. On voit qu'il y en a encore, hein, là récemment, on a vu passer sur la Fondation des femmes qui a gagné une victoire sur le fait de Facebook, de l'algo de Facebook qui diffusait des annonces d'emploi de façon beaucoup plus conséquente. Mais quand je dis plus conséquente, on ne se parle pas de 55-45, on se parle de 95% d'annonces
je crois que c'était sur les métiers du social auprès des femmes et n'était donc pas diffusé aux hommes. Et c'était vrai dans l'autre sens sur des postes que vous imaginez identifiés un peu plus comme masculins. Donc voilà, il y a encore des choses sur ce sujet-là où là, on a des biais d'allocation. Et puis, on a des biais de représentation où là, ça va vraiment être des exemples très simples. Hein, par exemple, si vous demandez à un outil d'IAG de compléter la phrase Gustave est un petit garçon doué pour, et la même chose avec Emma est une petite fille douée pour. Je vous invite à faire le test. On se retrouve avec certains clichés qui sont représentés. Donc, à ce stade-là, ça peut paraître anecdotique, ou en tout cas se dire oui, mais là c'est évident, c'est-à-dire qu'en effet quand on nous décrit Gustave comme un petit garçon qui aime jouer aux voitures et se dépenser, et puis Emma qui fait attention à la petite coccinelle posée sur la feuille blanche de son cahier, on se dit oui, c'est évident, on est vraiment dans la caricature, mais il y a des choses qui sont quand même un peu plus subtiles. J'avais fait le test aussi sur notamment après avoir lu Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. J'ai fait le même test sur les outils d'IA en me disant si demain les outils d'IA sont en effet une ressource pédagogique telle qu'on a l'air de l'annoncer pour tous les étudiants de ce monde, est-ce que effectivement quand je demande par exemple comment est née l'informatique dans le monde, qui a effectivement aidé à la démocratisation et au développement de l'IA au démarrage, tous les outils d'IA que j'ai pu tester avec différents modèles ont tendance à complètement laisser de côté toutes les femmes qui ont participé au développement de ces outils, et il y en a eu un certain nombre. Et même quand je lui demande de s'auto-corriger, c'est-à-dire en vraiment ne reproduisant pas ces biais sexistes, on me sort à peine du Ada Lovelace, et globalement c'est tout en fait. Et les autres femmes sont assez peu citées, même quand je lui demande expressément de ne pas invisibiliser les femmes. Voilà, je me suis un peu perdue dans tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, du coup, en effet, on a ce type de préjudices qui sont assez forts. Et dans le domaine du tourisme, j'avais pris pour exemple euh, un, comment, un chatbot sur plusieurs sites touristiques où j'avais fait la demande sur le chatbot de me donner, alors les requêtes étaient simples, soit j'étais une maman avec 2 filles de 11 et 14 ans, soit j'étais un papa avec 2 garçons de 11 et 14 ans. Et j'avais eu des choses assez différentes. Hein. J'avais eu des choses, alors pour reprendre exactement, que je vous dise pas de bêtises, des activités qui m'étaient proposées chez les filles et pas chez les garçons. J'avais des balades en voilier, j'avais une journée plage, j'avais un atelier poterie et une expérience éducative. Donc ça, c'était sur le fond même des activités, mais même sur la façon et les arguments qui m'étaient proposés. Par exemple, pour les filles, on me parlait de cadres verdoyants et de détente. Chez les garçons, on me proposait plutôt des aires de jeu skatepark avec des formes de bateaux, de pirates, des terrains de foot bitumés. C'est vraiment le wording qui était utilisé. Et on utilisait des mots comme courir et grimper. Voilà. Et on voyait que c'était pas même vocabulaire, la même rhétorique. Donc voilà, ça me questionnait aussi par rapport à ça. Et il n'y a pas de volonté évidemment de nuire dans ces cas-là. C'est juste qu'en effet, il y a tout un tas de strates à aller corriger, entre guillemets, pour venir optimiser ça. Et la complexité de tout ça, juste pour finir, c'est de dire qu'en effet, on a ce problème de corpus qui est quand même un peu sur lequel on a des difficultés quand même, nous, évidemment, à agir, à moins de continuer à produire des contenus de toujours plus, si demain c'est la quantité qui prime. On a la stratégie d'encodage, où là, ça va quand même dépendre beaucoup, effectivement, des ingénieurs. Et donc là, il y a un vrai sujet sur la féminisation de ces métiers qui est sous-représenté aujourd'hui et qui explique en partie les problèmes, notamment dans le cas de la reconnaissance faciale. Il n'y avait pas, je crois, une femme dans l'équipe de développement. On a ensuite, évidemment, la strate de l'interaction. Donc nous, en tant qu'usagers, quand je vais poser une question, quand je vais faire un prompt, quand je vais demander quelque chose, je peux mettre des garde-fous, je peux mettre du contexte, en effet. Je peux quand même agir là-dessus en tant qu'utilisateur. Et je peux agir aussi quand j'ai un résultat pour pouvoir dire ça me convient pas, il manque ça, etc. pour, sur les modèles auto-apprenants, permettre aussi de corriger quelque part un petit peu, mais on sait qu'on reste quand même très à la marge. Et le dernier point qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, dans les usagers de l'intelligence artificielle générative, il y a quand même moins de femmes que d'hommes. Donc, il y a une étude de Harvard, je crois, qui montre que c'est 25% moins de femmes que d'hommes. Et donc, du coup, quelque part, est-ce que c'est pas aussi un cercle vicieux et donc, parce qu'il y a moins de femmes, le modèle auto-apprenant, quelque part, est-ce qu'il n'est pas aussi, ça génère pas aussi de nouveaux problèmes sur ce sujet-là?
Voilà, donc je voulais essayer de montrer que voilà, la complexité du modèle et finalement de tout ce qui se passe, qui nous dépasse un peu nous en tant qu'usagers finaux, tel qu'on a un petit peu tendance à nous le laisser penser. Mmh. Cécile, ne serait-ce pas la parfaite reproduction des biais humains finalement? Oui, c'est le moment de parler de systémie. Bravo. Non, mais enfin, c'est hyper intéressant et tout le long, j'étais dans ma petite case visio et je hochais la tête en me disant, bah oui, oui, on est sur de la reproduction de schémas systémiques et encore une fois, même si en tant que personne individu, on a des leviers et on a des choses à déconstruire et à bouger, il y a un moment, on est dans une société patriarcale, sexiste, raciste, validiste, classiste et il faut déconstruire ces biais, bien sûr, individuellement, mais en tant que société, parce qu'en fait, si à la base, la société reste telle qu'elle, et tu le dis très justement, si on continue à ne pas avoir de femmes ingénieures qui travaillent sur ces modèles et qui permettent d'apporter justement ce regard-là, ben, en fait, ça ne peut pas bouger de manière fondamentale, et c'est tout le principe de la systémie, et ça se rejoint sur plein de problématiques, sur l'écologie, sur justement tous ces problèmes de biais sexistes. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la structure. Et à partir du moment où tu travailles pas sur ce truc-là, bien sûr qu'individuellement, tu peux faire des choses, mais on peut pas aller au bout du chemin si on n'est que sur des mécaniques individuelles, quoi. Ouais, on voit bien que, il ne s'agit pas juste d'un problème d'outils slash IA, mais c'est bien un problème sociétal qui se voit autant sur de la masse, les corpus de données d'entraînement. Ouais. Les ingénieurs ont toujours été des hommes, donc on continue à perpétuer cette espèce de tradition, que sur des biais humains qu'on porte chacun, chacune, et bien sûr qu'on sait qu'on en est tous porteurs. L'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on s'éveille à nos propres biais et comment est-ce que finalement on est un peu nos propres garde-fous. Parce qu'en l'occurrence, tu l'as dit Géraldine, la masse critique de données existantes, elle ne va pas bouger de façon critique rapidement. Donc c'est vraiment à nous de veiller finalement à nos usages. Peut-être, je ne sais pas, vous êtes vraiment expert en matière de conseil digital, internet web, etc. Est-ce que vous avez mis en place, vous, quand je dis vous, je pense à votre agence, hein, Think My Web, justement un peu peut-être des bonnes pratiques, des do and don't, de se dire, bon, bah voilà, je vais partir sur une campagne marketing digitale pour ma destination. Enfin, moi, ça m'est arrivé souvent en conf, tu vois, de montrer des images pas du tout générées par IA et remplies de personnes ultra belles, ultra fitées, ultra blondes, ultra blanches, ultra CSP+, dans des destinations françaises qu'en plus on adore. Mais bon, on voit bien que déjà, sans IA générative, c'est problématique. Comment est-ce que vous proposez de permettre à vos clients et partenaires d'agir là-dessus? C'est compliqué d'avoir une réponse, comment dire, hyper carrée sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaie d'intervenir un peu à toutes les étapes du processus de création ou d'élaboration ou d'usage. Donc vraiment, tant en amont, au moment de la demande, d'avoir vraiment ce qu'on appelle des garde-fous, c'est-à-dire un vrai euh, comment dire, une vraie instruction dans l'instruction générale, de dire à un moment donné, alors il y a plusieurs choses à voir, mais qu'en effet, faut pas reproduire de biais sexistes, faut faire attention et fournir des informations initiales dans un corpus de données qui sont fournies en amont par le client et pas nécessairement sur l'ensemble du corpus de données existant de l'outil. Mais aussi, une fois que c'est généré, d'avoir un audit spécifique sur plusieurs points de contrôle sur l'ensemble effectivement des biais qui peuvent être engendrés lors d'une réponse. Donc c'est une fois qu'on a la réponse, on fait auditer cette réponse sur toute une instruction spécifique aux biais qui ne sont pas que des biais de genre. Et puis évidemment après, j'ai envie de dire comment dire, le bon sens, c'est-à-dire de faire revoir un livrable, une sortie ou un contenu à plusieurs personnes qui sont diversifiées, divers plutôt.
Donc voilà, mais c'est compliqué aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Le moyen le plus simple de limiter le problème, entre guillemets, c'est de s'appuyer sur des données que l'on sait fiables. Évidemment, à partir de ce moment-là, tu vas réduire le risque presque proche de zéro. Dès lors qu'on se sert de l'IA avec la valeur qui nous est promise de gain de temps, d'aller chercher toute une info un peu partout, à partir de là, on ouvre le risque et ce risque-là, il est plus difficilement gérable, quoi qu'il en soit. Oui, faire vérifier le livrable, ça me pense à une publication que j'ai vu passer hier d'une biscuiterie qui a sorti une boîte de biscuits de Noël avec l'illustration, c'est évidemment le Père Noël, son traîneau et ses rennes. Et donc, le renne a 5 pattes et ça n'a choqué personne. Et ils ont dû produire 2 millions de boîtes qui sont sorties d'usine. Et voilà. Et donc, il n'y a personne à la com là, qui se dit une patte. Non, bon. Voilà. Donc, moi, ça me renvoie, ça me fait penser à l'atelier là, dans le cadre des rencontres du e-tourisme là, des ET21 qu'avait mené Marie-Hélène Raymond. Notre guest star québécoise et Seb Repetto de My Destination, Marie-Hélène, elle parlait du risque de paresse intellectuelle. Pour elle, c'était vraiment le plus gros danger qu'elle identifiait. En effet, on voit bien, Géraldine, tu parlais de coûts tout à l'heure. Alors, tu parlais de coûts budgétaires, financiers sur la question des corpus de données d'entraînement, mais c'est aussi un coût intellectuel, c'est un coût temporel aussi. Comment est-ce qu'on ne se rajoute pas finalement des étapes de validation qui sont un peu, qui pourraient paraître inutiles, mais qui sont nécessaires parce que justement, on doit être d'autant plus vigilant. C'est vrai que moi, ça me renvoie quand même à ce truc. Tu disais, Géraldine, l'IA n'est pas qu'un outil et ça ne serait qu'un outil si ça nous faisait vraiment gagner du temps. En l'occurrence, moi, c'est quand même dans cette musique-là qu'on entend perpétuellement sur l'IA, ce truc de dire, mais ça fait gagner du temps, on gagne en productivité. Moi, déjà, je ne sais pas à quoi, du coup, les gens occupent ce temps libre qu'ils ont gagné parce que je n'ai pas l'impression qu'ils soient moins overwhelmés et moins au bord du R que d'habitude. Mais a fortiori, je n'ai pas l'impression que ça fasse gagner de temps parce que finalement, il faut double, triple checker l'ensemble des productions qui sont issues d'IA générative. Donc, je te repose cette question, Géraldine. Selon toi, en quoi est-ce que l'IA n'est pas qu'un outil finalement ? Oui, c'est vrai que ça, on l'a beaucoup entendu. Vraiment, ce n'est qu'un outil, il suffit de bien l'utiliser. Ça, c'est pareil, ça m'a mis dans une position un petit peu perplexe et je savais pas trop quoi en penser parce que je me sentais du coup très responsable de l'usage que j'en faisais et finalement du résultat qui en sortait. Et du coup, ça m'a beaucoup questionnée. Alors, pareil, là-dessus, a priori, ce qu'on oublie quand même un petit peu avec cette phrase qui a tendance à dédramatiser le sujet, c'est qu'il y a quand même un phénomène de dépendance au sentier qui est en train de se créer, qui est vraiment le principe de faire entrer une technologie dans nos quotidiens qui font que à un moment donné, l'ensemble de la société va se structurer autour de cette technologie et que finalement, après, on ne peut plus en sortir. Et donc, ce n'est finalement pas de notre ressort de dire je décide ou pas d'utiliser l'IA, c'est qu'à un moment donné, il y aura plus le choix, comme ça a été le cas, par exemple, effectivement, de la voiture. C'est un exemple qui est souvent repris. On se dit, on a créé tout un tas d'infrastructures, que ce soit les routes, les parkings, les voitures en tant que telles, et qu'aujourd'hui, ça occupe l'ensemble de l'espace disponible, et qu'aujourd'hui, circuler sans voiture, on le voit bien sur les sujets qui sont aujourd'hui posés, c'est compliqué. Donc, ça rejoint quand même ce phénomène-là qu'il est difficile d'ignorer ou de se dire, oui, je serai toujours libre de l'utiliser ou pas. Ce que je trouve aussi peut-être un petit peu difficile sur la notion d'outil, c'est de se dire que l'IA, c'est quand même un système qui est très complexe, qui repose sur des conditions matérielles et sociales qui sont quand même assez importantes. On en parle beaucoup, alors ça, je trouve que c'est plutôt positif que dès l'arrivée de l'IA générative, en tout cas son déploiement à grande échelle, tout de suite les sujets de responsabilité sociale, environnementale soient posés sur la table. Pour autant, même s'ils sont posés sur la table, on voit que c'est quand même un vrai sujet et qu'aujourd'hui, la réponse, elle est quand même malgré tout assez complexe. Donc ça aussi, ça montre bien ici que la notion de uniquement un outil est un petit peu, minimisée. Et puis, souvent, alors il y a eu plusieurs articles qui sont sortis là-dessus, de comparer l'IA à un marteau, de se dire, effectivement, est-ce que c'est juste un outil comme le fameux marteau où je décide d'enfoncer mon clou ou pas ? Parce que c'est ça qui est dit, c'est qu'un marteau, tu décides d'enfoncer un clou ou de taper sur la tête de quelqu'un, et donc finalement, c'est toi qui décides de ce que tu en fais. La différence avec le marteau, c'est quand même que l'IA générative, ça reste quand même une boîte noire et c'est finalement un outil qui s'auto-alimente et qui produit son propre changement intrinsèque. Et ça, le marteau ne le fait pas.
Et ce changement intrinsèque qu'on ne maîtrise pas nécessairement et dont a priori c'est quand même, il se passe des choses dont on n'a pas nécessairement conscience, fait que le changement de l'IA et la destination vers laquelle elle va n'est pas figé. Et donc à chaque usage, c'est quand même en mouvement. Et donc on ne peut pas se dire que c'est quelque chose de très limpide et clair pour l'utiliser en conscience. Du coup, effectivement, ça me questionne. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un outil qu'on peut décider d'utiliser ou non, en tout cas pour le moment. On peut aussi, c'est ce qu'on nous laisse penser, en tout cas, sur tout un tas de formations, que si on maîtrise bien les techniques de prompting, de prompt engineering, etc., de contexte, on va réussir à limiter tous les problèmes qui peuvent être liés à l'outil en tant que tel. Aujourd'hui, moi, je le questionne. Je ne sais pas si j'ai une réponse claire et nette sur le sujet, mais en tout cas, je le questionne par tous les constats que je viens d'évoquer, où je me dis que c'est peut-être un petit peu risqué de mettre cette technologie dans la case juste outil. Voilà. Ouais, et puis pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai sujet, c'est que pour arriver à faire en sorte que l'IA n'ait pas de biais, ou en tout cas à effacer les biais de l'IA, il faut soi-même avoir conscience de ces biais-là et Ouais. être soi-même dans une démarche de déconstruction de ces biais-là, parce qu'on en a toutes et tous. Et ça veut dire que déjà, il y a un travail au niveau individuel avant de se dire on l'applique à l'outil, parce qu'une personne qui n'aurait pas totalement déconstruit, et bon, c'est difficile d'être totalement déconstruit, mais en tout cas, d'avoir essayé de détricoter un peu tous les sujets problématiques, il y aura forcément une reproduction, même avec une bonne intention de faire, il y aura forcément une reproduction de certains biais parce on en a toutes et tous, quoi. Oui. Ouais, puis par ailleurs, tu vois, dire ça n'est qu'un outil, c'est aussi, tu l'évoquais lors de notre précédente rencontre, Géraldine, c'est aussi reporter potentiellement la faute sur l'usager. Et ça, c'est hyper problématique. On a vu également que, tu le disais tout à l'heure, l'usage, l'appropriation des IA génératives, elle est plus massivement faite par les hommes que par les femmes. J'avoue que j'adorerais comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce que les hommes sont plus allés facilement vers cette appropriation. J'ai 2-3 idées, mais je ne vais pas faire de la socio de comptoir. Parce que quand on n'est pas expert d'un sujet, on ne s'aventure pas parce qu'une opinion n'est pas un fait scientifique et avéré. Mais en tout cas, voilà, cette notion de reporter la faute sur l'usager, là, tu vois, je vois un risque de dire, bah ouais, les meufs, fallait vous y mettre, en fait, on vous l'avait dit. Moi, ça m'alerte un peu, quoi. Oui, et c'est ce qui crée mon sentiment un peu d'insécurité par rapport à ce message de ce n'est qu'un outil, de me dire effectivement je suis responsable de son usage et donc oui, je porte cette part de responsabilité et tu as tout à fait raison de le souligner et je pense que du coup c'est effectivement un danger assez fort. Et du coup pour répondre à ta question sur les raisons qui font que les femmes utilisent moins l'IA que les hommes, il y a déjà une question d'éthique qui questionne a priori un petit peu plus les femmes que les hommes. Et puis, une des raisons qui est quand même assez qui illustre bien le problème, c'est que les femmes ont peur que en utilisant l'IA, elles soient considérées comme moins compétentes. C'est-à-dire que du coup, ça remette en cause leurs compétences parce que l'usage de l'IA laisserait penser qu'elles n'ont pas suffisamment de compétences pour le faire seules. Contrairement à priori, les hommes, où utiliser l'IA serait plutôt quelque chose de valorisé, parce que du coup, ils savent utiliser un nouvel outil dans le cadre de leurs compétences. Et là, les femmes, elles, ont plutôt l'effet inverse de se dire, ça risquerait de me décrédibiliser. Voilà. Donc, il y a d'autres raisons, hein, j'évoque celle-là, mais je trouvais que c'était assez... pareil, ça rejoint un système ancré depuis un certain temps maintenant. C'est-à-dire que c'est le syndrome de l'impostrice, oui, ça n'existe pas, impostrice, poussé un peu à l'extrême de dire déjà, problème de légitimité, et si en plus quelqu'un grille que je me suis fait aider par une machine, alors la légitimité, elle est complètement éclatée. Intéressant, on voit qu'il y a plein de sujets à traiter, à questionner. C'est assez fou, alors qu'on sait que l'IA, c'est problématique à plein d'endroits, mais juste là, sur ce sujet des biais sexistes, on voit bien que, tu le disais, on a ouvert une boîte de Pandore. Cécile, as-tu une question complémentaire qui te brûle les lèvres ? Franchement, j'en ai trop.
J'en ai trop. Non, je trouve ça hyper intéressant et je trouve que ça renvoie à plein d'autres choses, pardon, que juste, entre guillemets, le sexisme. Je trouve qu'il y a aussi une part de classisme, on s'attend à ce que tout le monde sache parfaitement l'utiliser, alors que tout le monde n'a pas forcément le recul, la connaissance nécessaire de prendre le sujet avec des pincettes. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte et je trouve que ça fait du bien d'avoir un discours qui valide, comme tu le disais, ces ressentis je ne suis pas 100% raccord, je ne suis pas sûre pourquoi, mais il y a un truc qui ne me convient pas totalement et c'est hyper cool de mettre des mots dessus. Et encore une fois, le sujet, c'est même pas on n'y va pas, c'est juste, on peut prendre 2 secondes pour se questionner en tant que société, en tant que structure, de qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça apporte et les dangers que ça peut avoir, quoi. N'y allons pas, en tout cas, les yeux fermés. Ah, moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement là, des structures, hein, parce que, vous savez, je suis une ancienne directrice d'office de tourisme et j'étais en train de me dire, si c'était encore le cas aujourd'hui, comment est-ce que j'animerais cette réunion de travail sur faisons une charte interne de l'usage de l'IA entre gens pas du tout expertes de l'IA et en méconnaissance aussi, nous, il se trouve qu'on est un peu critique, donc on lit, on se documente sur ces sujets, mais on est encore loin d'être experte sur l'ensemble des limites et des problématiques qui sont posées. D'un coup, je me dis, déjà, la réunion, elle va durer 3 heures. On ne sera pas sûr d'avoir traité on est sûr qu'on n'aura pas traité tous les sujets. Et puis, en plus, alors, déjà, c'est super de se dire que des structures vont le faire, sont en train de le faire ou vont le faire. Sur quoi est-ce qu'elles vont réussir à aboutir? Est-ce qu'elles ne vont pas se retrouver avec plus de questions que de réponses finalement? Parce qu'on le voit, hein, moi j'anime souvent des débats mouvants sur la place de l'IA. Et ça, c'est d'un côté, oui, je suis pour, je schématise à fond, mais oui ou non, c'est bien, c'est pas bien, l'usage est intéressant, etc. Et en fait, très régulièrement, il y a quand même beaucoup de monde dans la rivière du doute, quoi. Au bout d'un moment, vraiment, je peux dire, mais c'est un peu, c'est un peu l'enfer, hein. J'ai l'impression que, oui, la rhétorique de la révolution, mais moi, j'entends quand même aussi beaucoup la rhétorique du doute, du questionnement, de se dire, parce qu'on a vraiment, je pense, chacun aussi cette espèce de FOMO de se dire, moi la première, hein, moi je n'utilise pas l'IA, et c'est un principe, c'est une militance, mais j'ai quand même une part de moi qui fait ouais, tu fais peut-être un peu ta maline là, mais il y a peut-être un moment où ça va te rattraper, dommage, ça va être dommage pour toi. Mais en tout cas, il y a ce truc de dire j'ai pas envie de me retrouver larguée, de me retrouver à la marge, parce que c'est vraiment ça qui se passe, hein. Et aussi tous nos biais de conformisme aussi, hein, finalement qui se mettent en branle à cet endroit-là. Il faut faut le porter, quoi. Tu le disais, hein, Géraldine, que cette remise en tout cas, ce questionnement, c'est une parole qui n'est pas valorisée aujourd'hui. C'est pas très bien perçu de ne pas être full IA. Non, comme tout, j'ai l'impression, mais comme beaucoup de discours pondérés, de se questionner, voilà, de dire il y a du bien, il y a du moins bien, comment je me situe, et de douter. Je pense que c'est compliqué de dire qu'on doute et de dire qu'on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. Mais je pense pour autant que sur l'adoption de ce type de technologie, la mise en œuvre, l'utilisation, il me semble que c'est nécessaire. Donc c'est effectivement, je pense que si on arrivait à justement un petit peu déculpabiliser les gens qui n'ont pas un avis tranché, une opinion nette sur le sujet, de dire qu'en fait c'est OK de ne pas avoir d'opinion tranchée et qu'on peut malgré tout être sensibilisé, être formé, le prendre en main, tout en continuant à avoir des doutes et à rester un esprit ouvert et critique sur le sujet. Complètement. Du coup, Géraldine, peut-être pour clôturer cette interview pour le moins passionnante, est-ce que tu aurais justement un peu des sources à donner, à citer, des ressources à donner à nos auditrices, auditeurs pour s'ils ont envie, besoin d'aller plus loin dans la démarche? J'en ai beaucoup. Je pense que le livre que j'ai lu le plus récemment, que j'ai trouvé très intéressant par rapport au sujet que tu évoquais tout à l'heure de la perte de l'esprit critique, c'est un livre qui s'appelle Le paradoxe du tapis roulant de Marion Carré, qui est la fondatrice de Askmona, que j'ai trouvé super. J'y suis allée en me questionnant sur
le parti pris qu'elle allait avoir, parce qu'elle est quand même, pour le coup, bien dans l'intelligence artificielle. Donc voilà, je ne savais pas nécessairement quel parti pris elle aurait. Et en fait, j'ai trouvé ce livre vraiment passionnant et très éclairant sur voilà, comment est-ce que, plutôt que de prendre le tapis roulant dans le même sens et qu'on aille tous au même endroit, on arrive à un peu prendre le contre-pied et stimuler l'esprit critique et la créativité. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Après, il y a Patriarche Tech qui m'a, moi, mis le pied là-dedans, que j'ai trouvé aussi hyper intéressant. Et puis, j'aime bien suivre sur les réseaux, je trouve que c'est Yann Ferguson, qui est chercheur à l'INRIA, sur les mutations au travail, et qui a un regard aussi assez... enfin, les mutations au travail, et notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, et que je trouve assez pondéré, assez éclairant. Et puis, le journaliste, pareil, à suivre, je trouve intéressant, Hubert Guillot, qui a un regard, pour le coup, très critique sur l'usage de l'IA, qui a fait tout un article sur justement le fait que ce n'est pas un outil, avec la comparaison avec le marteau, etc., que j'ai trouvé aussi très intéressant. Donc, c'est on va dire, des paroles qui sont un peu critiques, qui permettent d'avoir une autre vision de ce qu'on peut trouver plus facilement sur les différentes sources qu'on connaît. Super. Eh bien, merci beaucoup, Géraldine. C'était vraiment super Merci à vous. éclairant. Moi, ça me donne un peu envie. Je sais pas, je me dis, est-ce qu'on ne chaufferait pas les filles à faire un espèce de canevas, tu vois, qu'on pourrait diffuser, de dire, du point de vue de ma structure, quand je fais un espèce de trucs de bonne pratique avec un truc super simple, tu vois, quand par exemple je regarde un visuel qui a été généré par une IA, qu'est-ce que je vérifie, à quoi est-ce que je dois être attentif, ça pourrait être, vu qu'on n'a rien à faire de nos journées et de nos soirées. Carrément. Mais peut-être c'est Très bonne utile, idée. quoi. Peut-être c'est utile. Et du coup, celles et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, dites-nous que vous avez envie qu'on fasse ce truc. Et si vous êtes plus de 2, on le fait. Voilà. Mais il faut vraiment commenter et il faut que vous arriviez jusqu'ici. Hein. Exactement. C'est clair. Ok, Merci super. beaucoup. Merci infiniment à toutes les deux. Bonne journée, parce qu'on est mardi 18 novembre, il est 10h49. Pour vous, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, je ne sais pas. Bon appétit, bonne nuit. À Dichot, à bientôt. Salut. À bientôt. Salut, bisous.